Deutsche Welle, le journal. Bob Barry. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Il est 17h en temps universel. Bienvenue dans cette dernière édition de nos informations dont voici les titres. Plus que quelques jours avant l'ouverture du second round du dialogue inter-burundais d'Arusha, après les partis politiques, le facilitateur de la crise a rencontré quelques représentants des organisations de la société civile burundaise. Au Mali, un nouveau gouvernement de 34 membres a été mis en place. La nouvelle équipe gouvernementale compte dans ses rangs une ex-rebelle de la coordination des mouvements arabes. Cette nomination, c'est pour consolider l'union, la réconciliation et la paix au Mali. Et puis nous irons aux États-Unis où l'un des suspects des crimes perpétrés à Dallas a été identifié. Pour l'heure, il est 17h01 en temps universel. Mais c'est d'abord votre flash info. Philippe Pognan, bonsoir. Bonsoir. On commence par les États-Unis. Après les coups de feu tirés sur des policiers à Dallas, au Texas, l'un des assaillants est mort. Le chef de la police de Dallas, David Brown, a déclaré que l'homme a été tué par un robot équipé d'une bombe. D'autres personnes suspectées d'être les auteurs de tirs sur des policiers ont été arrêtées. Des tireurs embusqués sur des toits d'immeubles avaient abattu 4 policiers lors d'une marche de protestation pacifique contre la violence policière. Une marche organisée après la mort de 2 Afro-Américains abattus en l'espace de 48 heures par la police. Entre-temps, un 5e policier est décédé de ses blessures. Le président Barack Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables pour lesquelles il n'existe pas de justification. On en reparle dans la suite de ce journal. Bien que l'OTAN renforce la présence de ses troupes en Europe de l'Est aux portes de la Russie, l'Alliance Atlantique assure chercher le dialogue avec Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que la guerre froide, c'est de l'histoire et qu'elle doit rester de l'histoire. L'Alliance Atlantique doit rechercher un dialogue constructif avec Moscou, a souligné Jens Stoltenberg. C'est nécessaire si l'on veut éviter des malentendus militaires dangereux, a-t-il précisé, à Varsovie lors du sommet de 2 jours des chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Alliance. Toutefois, le chef de l'OTAN n'a pas caché ses intentions. We will make important decisions at the summit on how to strengthen our defense. Nous allons prendre d'importantes décisions lors de ce sommet sur le renforcement de notre capacité de défense et notre force de dissuasion. Nous allons décider d'augmenter notre présence dans la partie orientale du territoire de l'Alliance Atlantique avec 4 nouveaux bataillons multinationaux et robustes. Ce sera un message clair qu'une attaque sur l'un de nos pays membres est une attaque sur toute l'Alliance. Will be an attack on the whole alliance. 4 bataillons de l'OTAN, c'est-à-dire 4000 soldats supplémentaires dans les 3 pays baltes et en Pologne. La réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement polonais fait l'objet de vives critiques. Des critiques en Pologne même de la part de l'opposition, mais aussi à l'extérieur du pays. Le Parti conservateur Droits et Justice, au pouvoir depuis octobre, est accusé par l'opposition de vouloir prendre le contrôle absolu des institutions publiques. Et le commissaire européen aux droits de l'homme a déclaré, lui, que ce projet de réforme, même après avoir été retravaillé, présentait une sérieuse menace pour l'état de droit. Nils Muiznieks a appelé le Sénat polonais à faire obstruction à la mise en vigueur de cette législation. Et puis, après la démission du commissaire britannique de l'Union européenne, le Premier ministre David Cameron a nommé un remplaçant. Oui, il s'agit de Julian King, l'actuel ambassadeur du Royaume-Uni en France, qui va donc remplacer Jonathan Hill. Il rencontrera le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, lundi matin. Jonathan Hill avait démissionné après la victoire des partisans du Brexit le 23 juin dernier. Des sources européennes on déclare cependant que le Parlement européen pourrait bloquer toute nomination tant que Londres n'aura pas déclenché l'article 50 du traité de Lisbonne et la procédure de sortie de l'Union européenne. Après plusieurs attentats dévastateurs en Irak, le Premier ministre Haïdar al-Abadi a limogé 3 chefs de la sécurité. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attentat suicide au minibus piégé qui a fait au moins 292 morts et 200 blessés dimanche dans le quartier de Karada à Bagdad et celui de jeudi soir dans la ville de Balad à 70 km au nord de la capitale. 4 jours donc après l'attaque à Bagdad, l'État islamique a mené à Balad un assaut meurtrier contre un mausolée chiite faisant 40 morts et 74 blessés selon un dernier bilan. Merci beaucoup Philippe Pognan pour ce flash info. Il est 19h04 à Bujumbura, c'est la capitale du Burundi.
Et oui, le Burundi, pour ouvrir cette seconde partie du journal, le second round des discussions pour une sortie de crise aura donc lieu du 12 au 14 juillet prochain à Arusha, en Tanzanie. On ignore encore l'ordre du jour, autant les positions des belligérants demeurent très tranchées à quelques jours donc de ce rendez-vous très attendu par les Burundais. Le facilitateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, continue de faire des consultations. C'est ainsi qu'il a reçu cet après-midi l'un des représentants de la société civile, Gabriel Rufyiri. Qu'est-ce que les deux personnes ou qu'est-ce que les deux personnalités se sont dites, Eric Topona? Bob Barry, eh bien, la rencontre de cet après-midi a permis au président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, de faire un état des lieux de la situation politique au Burundi. Rencontre assortie de propositions aux facilitateurs, comme l'explique ici Gabriel Rufyiri. Je lui ai demandé la participation effective de la société civile parce que, vous le savez, jusqu'aujourd'hui, on ne voyait pas comment la société civile participait au dialogue inter-burundais. Troisièmement, donc, je lui ai dit notre position par rapport aux questions qui hantent le Burundi et donc les solutions qui pourraient être envisagées et surtout aussi le mécanisme de suivi parce qu'on a vu que par rapport aux accords d'Arusha, il y a eu un problème au niveau du mécanisme de suivi. J'ai beaucoup apprécié l'entretien. Et puis Bob, une question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'on a une idée donc sur les personnalités qui prendront part à la rencontre d'Arusha? Selon diverses sources que nous avons jointes, certains leaders politiques membres du Sénarède, le Sénarède qui regroupe l'opposition burundaise, eh bien ces personnalités politiques ont effectivement et individuellement été invitées par Benjamin Mkapa. Cependant, une incertitude plane toujours sur la participation des autres opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, notamment les acteurs de la société civile en exil. Incertitude aussi sur la participation des autorités burundaises, car il vous souviendra, Bob, il y a tout juste une semaine, le président du CNDD-FDD, Pascal Nyamenda, avait dans un communiqué qualifié d'inopportun les pourparlers d'Arusha 2. En dépit de ces déclarations du parti au pouvoir, eh bien, il est possible qu'une délégation soit dépêchée à Arusha. C'est ce que nous a confié tout à l'heure un membre du cabinet du président Pierre Nkurunziza qui a préféré donc ne pas être cité. Merci beaucoup Eric Topona pour toutes ces informations concernant le Burundi où le prolongement de la crise politique est à l'origine des problèmes, de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment selon l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Les agents du service national de renseignement qui dépendent directement du président Pierre Nkurunziza ont de plus en plus recours à la torture contre les opposants présumés. En République démocratique du Congo voisine, le pays est à quelques mois de la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. La diaspora congolaise, membre de la société civile, se mobilise pour exiger le respect de la Constitution. Le pouvoir, de son côté, continue d'accuser l'opposition et la société civile d'être manipulée par certaines puissances occidentales. On fait le détail tout de suite avec Fiacre Ndeye Rédigé. Eh bien, après le conclave de Bruxelles qui avait dernièrement réuni l'opposition pour se pencher sur la situation politique en RDC, ce week-end, ce sont les membres de la diaspora congolaise qui prennent le train en marche en provenance de plusieurs capitales européennes. Ils se retrouvent à Bonn en Allemagne pour eux aussi échanger sur l'avenir politique de leur pays. De son côté, le gouvernement congolais a dernièrement indexé la communauté internationale d'avoir une main derrière les actes de l'opposition et de la société civile. Jean-Jacques Wondo, membre de la diaspora congolaise en Belgique, refute cette allégation. Le pouvoir qui a été soutenu il y a quelques années par la communauté internationale pour envahir le Congo et destituer Mobutu, c'est le même pouvoir qui a été légitimé par des élections. Et souvenez-vous des élections 2011 qui ont été contestées de toutes parts. Et le pouvoir s'est appuyé d'abord sur le rapport du Centre Carter et la déclaration du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui disait que pour eux, voilà, Kabila est gagnant. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il doit respecter la Constitution, où la communauté internationale aussi est sous pression
de la population congolaise et de cette dynamique qui se met en place. C'est même pouvoir qui parle de la souveraineté alors qu'il n'a qu'à respecter le jeu démocratique tel que défini par la Constitution. Les élections qui étaient censées se tenir au mois de novembre n'auront pas probablement lieu, du moins au cours de cette année, selon le porte-parole du gouvernement congolais, suite aux problèmes liés au fichier électoral qui se posent pour l'instant. Mais la diaspora compte toujours maintenir la pression pour exiger le respect de la Constitution. Zola Kandara, président de l'Union de Congolais de Bonn. La population va manifester sa position au moment venu, démocratiquement, pacifiquement. Ils vont manifester leur mécontentement par rapport au gouvernement. La Constitution prévoit les manifestations pacifiques ne peuvent pas être interdites. Au mois de mai dernier, une marche manifestation de l'opposition avait été violemment dispersée à Lubumbashi. C'est la deuxième ville du pays. Merci beaucoup, Fiacre Ndeira Guigé. Nous reviendrons sur la République démocratique du Congo dans nos prochaines éditions d'information. N'hésitez pas, en tout cas, si l'actualité politique en cours dans ce pays vous inspire des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse dw@com/français. Ce sera donc le site internet de notre radio. Mais si vous voulez nous laisser des commentaires, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou encore sur Twitter. Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français. Le Mali a un nouveau gouvernement, je le disais dans le sommaire, un remaniement marqué par l'arrivée de 8 nouveaux ministres, dont Nina Valette Italou, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg donc, et qui est basée dans le nord du pays. Elle occupe désormais le poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Problème, la nomination de Nina Italou n'a pas été entérinée par tous les membres de la CMA qui parlent de la récupération politique. J'ai pu joindre Nina Valette Italou. On écoute sa réaction. Non, je ne suis pas du tout de cet avis parce que quand même il y a un accord qui est là. Si ma présence dans le gouvernement, aussi bien au niveau de la commission où j'étais, commission vérité, justice et réconciliation, c'est dans le cadre de l'accord. Et je pense qu'aussi cette nomination, c'est pour consolider l'union, c'est pour consolider aussi l'accord, la réconciliation et la paix au Mali. Donc, je ne pense pas que c'est une récupération parce que quand même, il y a la communauté internationale qui a garanti cet accord. Et nous pensons que nous allons aller jusqu'au bout pour que l'accord soit mis en œuvre. Et en plus, la mise en œuvre a commencé. Il y a un dénouement par la signature de l'entente sur les autorités intérimaires. Donc ça, c'est déjà important. Et je pense qu'avec aussi la révision de la Constitution qui va se faire bientôt à travers aussi nos demandes, les demandes de la CMA, enfin de la coordination des mouvements. Et donc je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Donc je ne pense pas que ça soit de la récupération. Oui. En même temps, vos adversaires politiques disent que vous étiez vous-même au départ contre ces accords d'Alger. Ben oui, j'étais au départ, contre cet accord parce que je me suis dit, pour la mise en œuvre, ça serait très difficile. Donc après, vu que je suis quand même, je suis dans une coordination, je suis dans un mouvement, donc les autres m'ont convaincu pour venir quand même au niveau d'accepter l'accord tel qu'il est, et puis on va se battre au sein du Mali pour que cet accord voit les jours, et c'est ce que j'ai fait. Nina Valette Italou, nouvelle ministre de l'Artisanat et du Tourisme au Mali, donc le Mali où la ville de Gao connaît une hausse de prix de l'essence. Le litre qui était vendu à 500 francs CFA est passé à 1250 francs CFA. Nous reviendrons sur le Mali dans la seconde partie de cette édition dans votre rubrique Arbre à Palabre. Fréjus Quenom et ses invités discuteront autour du retour ou non de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré dans son pays. Il avait été renversé par une junte militaire.
Le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde qui a obtenu son indépendance en 2011, célébrera samedi son 5e anniversaire, mais le pays est en proie toujours à un conflit qui perdure depuis décembre 2013 malgré le retour de l'ancien chef rebelle Riek Machar à Djouba et la formation d'un gouvernement de transition. La situation reste toujours tendue. Nous faisons le point avec notre correspondante sur place, Patricia Huon. Pas de célébration cette année pour le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. L'économie du pays est en ruine. L'immense majorité des habitants de la capitale peine à faire face à une inflation galopante et la livre sud-soudanaise ne cesse de chuter face au dollar, constate Frédéric Loukol qui dirige l'administration fiscale à Djouba. Le dollar s'échangeait pour 18 livres sud-soudanaises en décembre 2015. Aujourd'hui, c'est 48, voire 50. Avec ça, il n'y a plus de commerce. Les gens n'importent plus. Et le pire, c'est que les prix du pétrole ont baissé, donc il n'y a plus de devises internationales. Dans les zones rurales, la situation est aussi difficile. Selon les Nations Unies, un tiers de la population sera confrontée à des pénuries alimentaires au cours des prochains mois. Par ailleurs, de récents combats dans la ville de Wau au nord du pays ont fait des dizaines de milliers de nouveaux déplacés. Mark van der Mullen, chef de mission pour Médecins sans frontières. Il est difficile de dire exactement combien de personnes sont concernées, car les gens sont dispersés sur plusieurs sites. Pour nous, la priorité est d'identifier les personnes qui sont le plus dans le besoin. Nous sommes particulièrement inquiets par rapport à la malnutrition. Une des causes de l'instabilité est le fait que de nombreux groupes armés à travers le pays n'ont pas été inclus dans l'accord de paix et ne suivent ni le président Salva Kiir ni le vice-président réintégré Riek Machar. Selon Jok Madou Jok, analyste politique, la crise est loin d'être finie. Il y a des groupes qui n'ont pas été intégrés dans les négociations ou l'accord de paix et ils espéraient leur part du gâteau. Alors ils expriment leur rancune par la violence vis-à-vis des forces gouvernementales ou des populations civiles. Le gouvernement d'union nationale n'a pas établi de plan pour déterminer comment mettre fin à cette tragédie. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées lors de ce conflit et plus de 2 millions ont dû fuir leur foyer. Patricia Huon, Djouba pour la Deutsche Welle. Direction le Tchad. Là-bas, c'est le 8 août prochain qu'Idriss Déby Itno, le président réélu, sera investi. Une investiture qui va coïncider avec la célébration du 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale, le 11 août. C'est la date de leur indépendance au Tchad. Là-bas, à l'approche donc de ces deux événements, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a appelé les populations riveraines des grandes artères de la capitale N'Djamena à pavoiser et à repeindre les déventures de leurs concessions. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, comme nous le confirme Darwiston Blaise, notre correspondant sur place à N'Djamena. Selon les autorités municipales, cette décision vise à offrir aux éminentes personnalités invitées à ces deux grands événements un cadre agréable et sain. C'est pourquoi la contribution de tout citoyen à l'embellissement et à la salubrité de la ville de N'Djamena est indispensable. Une mesure diversement appréciée par la population. Pour moi, c'est une bonne idée pour que les autres pays connaissent que notre pays est propre et je suis pour. Nous demander de badigeonner nos maisons, c'est trop dit. Donc ils arrêtent. Même à l'époque, au temps du Saint-Abré, c'est la mairie elle-même là qui badigeonnait nos maisons. Nos maisons même sont inondées. Avec la pluie, franchement, rien ne marche. On nous demande ça, c'est de trop. Si le gouvernement met à la disposition de la population des moyens spécifiques, là, je peux comprendre, mais par leurs propres moyens, je crois que les gens tirent le diable par la queue déjà pour se nourrir. C'est le rôle régalien de la commune. Et j'en appelle à une prise de conscience de M. le maire de retirer pure et simple sa décision. Cette décision est irréfléchie, soutient le docteur Ngaudande Irlo, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Le maire a ciblé quelques rues. Est-ce à dire que c'est seulement les quelques rues qui sont concernées par cette fête ou bien c'est toute la capitale qui est concernée? Parce qu'on n'a pas besoin seulement d'éclairer 3 ou 4 rues pour faire comprendre à nos autres qui vont arriver là pour dire que c'est ça N'Djamena, alors que l'image réelle de N'Djamena doit
permettre à tout ce qui arrive chez nous pour dire, même si on va en Bata, on va en Mtoukoui, on trouve aussi la même chose que ces rues qui sont citées par le maire. Moi, je crois que c'est un bluff. La population aujourd'hui souffre. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas de salaire pour manger, mais c'est tout un problème. Mais demander aux gens d'aller faire la peinture, non, moi je ne pense pas que c'est quand même une bonne manière de faire. Il faut rappeler que depuis quelques années, les autorités municipales ont réitéré leur volonté de faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Un vœu pieux, selon une partie des habitants de la capitale tchadienne qui critiquent l'incapacité de ces autorités à faire face à la série d'inondations constatées ces derniers jours. Des inondations qui ont considérablement affecté la vie sociopolitique et économique des N'Djamenois. Darius Tonbless, à N'Djamena pour la Deutsche Welle. N'Djamena, où le Front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité organise une journée de réflexion de l'opposition sur l'alternance au Tchad aujourd'hui même. La rencontre est placée sous le thème « Les freins et les possibilités d'une alternance démocratique ». N'hésitez pas à réagir à l'actualité politique en cours au Tchad. Juste avant la fin de cette édition, Mireille Drone sera là pour relayer vos différentes réactions. En plus bref, en Côte d'Ivoire, de source pénitentiaire, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan a transféré 238 détenus dans les prisons de Bouaké et d'Imbokro dans le centre du pays. L'opération a pour but de désengorger la prison centrale d'Abidjan. Nous restons en Côte d'Ivoire pour parler de Simone Gbagbo, toujours hospitalisée à Cocody, victime d'un malaise vendredi dernier. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, dont le procès a été suspendu jusqu'à lundi 11 juillet pour raison médicale, était toujours hospitalisée dans une clinique de la capitale ivoirienne. Direction les États-Unis où 4 policiers ont été tués par des tireurs embusqués à Dallas. Les faits ont eu lieu en marge d'un rassemblement organisé après la mort de 2 Afro-Américains abattus cette semaine par les forces de l'ordre. J'ai pu joindre sur place notre correspondante à Washington, Alexandra Stern. Selon elle, l'un des criminels a été identifié. On l'écoute. L'un des suspects dans l'affaire des événements de Dallas qui se sont déroulés cette nuit a été identifié. Il s'agit d'un Américain du nom de Micah Xavier Johnson qui a 25 ans. On sait de la part du chef de la police de Dallas que cet individu, avant d'être tué par la police ce matin, avait affirmé qu'il avait agi seul, et d'autre part, il avait affirmé qu'il agissait en réaction et en représailles après les violences qui ont eu lieu cette semaine dans le Minnesota et à Baton Rouge en Louisiane et qui ont fait 2 morts, 2 hommes noirs tués par des policiers blancs. Quelles sont les réactions locales et de Washington? Condamnation des autorités locales, bien sûr, et de la communauté noire locale à Dallas, et également du côté de Barack Obama et de Paul Ryan, le président de la Chambre, qui est le chef du Parti républicain. Condamnation également de ces violences. Barack Obama qui parle donc d'une tragédie terrible. Qu'est-ce que l'administration Obama pourra faire? Barack Obama, l'an dernier, avait formé un groupe de travail, une commission de travail sur ce dossier des relations entre la communauté noire et la police. Cette commission avait fait quelques recommandations, notamment l'une d'entre elles qui avait été particulièrement soulignée, la recommandation pour les polices locales de s'équiper en caméra vidéo de manière à ce que ces incidents puissent être enregistrés. Et ce qu'elle peut faire éventuellement, c'est ordonner déjà dans le cas de Dallas une enquête, mais il est difficile pour Barack Obama d'agir. Alors il faut noter que les dirigeants de la communauté noire ont été réticents à critiquer Barack Obama, mais ils ont exigé une politique nationale dans ce dossier, disant que les approches locales ne peuvent pas suffire. Alexandra Stern, depuis Washington, les États-Unis, où les drapeaux seront mis en berne après donc la tuerie de Dallas. L'Afro-Presse à présent, où l'actualité africaine traitée par la presse allemande avec Kosivi Tiassou, qui a lu les journaux pour nous. 2 sujets sont largement traités par les journaux allemands. Il s'agit de l'entretien de la star sénégalaise Youssou N'Dour à Munich et l'inauguration d'une centrale électrique à méthane au Rwanda.
Dans une interview titrée par la Süddeutsche Zeitung, La beauté de l'islam, interview accordée par la star de la musique sénégalaise et homme politique Youssou N'Dour, ce dernier revient sur le message de paix que constitue le Coran. Aucun sujet n'est laissé de côté. Sa frustration face à la radicalisation et pourquoi, selon lui, ce n'est pas un problème de voir un musulman danser et fêter dans une boîte de nuit. Pour le journal munichois, même si Youssou N'Dour est un musulman convaincu, il est une pop star et mondialement connu. Et cela en soi est déjà un message. Youssou N'Dour, qui veut défendre l'image de l'islam et qui veut être le porteur de la vision d'une nouvelle Afrique, était en concert la semaine dernière dans la capitale bavaroise, Munich. Sans langue de bois, il est revenu sur le drame de la Méditerranée où des milliers d'Africains ont laissé leur vie en tentant de rejoindre l'Europe. Pour Youssou N'Dour, tant que les jeunes n'auront pas de travail, de formation ou encore d'avenir, ce drame malheureusement continuera. Oui, la solution incombe aux Africains eux-mêmes, mais aussi aux Européens. Die Tageszeitung, de son côté, a consacré un article à l'inauguration le 16 mai dernier de la centrale Kivuat qui a commencé à produire 26 MW d'électricité à partir du méthane contenu dans le lac Kivu. Ce lac est situé à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, deux ennemis de la région des Grands Lacs. Le projet est donc une installation unique au monde qui transforme le gaz méthane, une potentielle menace mortelle, en une source d'énergie et la centrale est censée à terme augmenter de plus de 60% la capacité de production d'électricité du Rwanda. Le lac Kivu est le seul au monde dont la concentration en gaz est suffisamment importante pour être exploitée commercialement. Pour l'Afrique, c'est une révolution en matière énergétique et le président rwandais Paul Kagame a su saisir l'occasion. Pourtant, rappelle la Tageszeitung, selon des écologistes, l'exploitation de ce gaz risque d'engendrer la croissance rapide des algues, ce qui pourrait empêcher la reproduction des poissons. Après la presse, le sport, et c'est un grand week-end sportif qui attend nos auditrices et nos auditeurs avec bien sûr la finale de l'Euro 2016. Avec la France qui jouera contre le Portugal au Stade de France, solides, les Bleus sont parvenus à enrayer la mécanique allemande en demi-finale en inscrivant 2 buts. Le premier, un penalty transformé par Antoine Griezmann, est dû à une faute de main de Bastian Schweinsteiger, tandis que le second, toujours signé Griezmann, est lui venu d'une erreur de Joshua Kimmich. Score final 2-0. La France croisera donc le Portugal lors de cette ultime rencontre de la compétition. Les Portugais qui avaient disposé mercredi soir du Pays de Galles, 2-0 également. Il y aura un match dans le match entre Cristiano Ronaldo d'une part et Antoine Griezmann de l'autre, qui joueront forcément un rôle dans la tournure des événements. France-Portugal, ce sera donc dimanche soir à partir de 19h en temps universel. Voilà, Mireille Dron est ici pour parler des réactions d'auditeurs. Bonsoir. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Alors il est question de sport, là aussi, une fois n'est pas coutume Bob, puisqu'on a eu beaucoup de réactions au sujet du match évidemment France-Allemagne hier soir, et des déçus bien sûr, comme Emmanuel de Badou au Togo. Je suis très déçu de la défaite de mon équipe, la Mannschaft. Nous avons dominé le match, mais pas de chance pour les buts. La blessure de Boateng m'a fait peur, mais on est sûr que la 3e place nous reviendra, écrit Emmanuel. Je ne sais pas s'il y aura un match pour la 3e place. Ça, je n'en sais rien, vous m'en demandez trop, bon, on verra, attendons de voir. Pour Abou de Niamey au Niger, c'est inimaginable qu'un arbitre italien arbitre un match d'Allemagne contre la France, alors même que c'est l'Allemagne qui a exclu son pays de cette course. Il était impossible d'être partial, selon lui, convaincu, et Abou est convaincu qu'il a favorisé la France. Ce à quoi Mohamed de Ouagadougou, Burkina Faso, rétorque que l'arbitre n'y peut rien et que même la presse allemande reconnaît la faute stupide du capitaine Bastian Schweinsteiger. Vous êtes des mauvais perdants, écrit Mohamed. Idossou de Cotonou au Bénin trouve lui que la France a gagné, mais que l'Afrique unie y a bien contribué. Ceci étant, il remercie le staff technique allemand, le coach Joachim Löw et bien d'autres joueurs, surtout Özil. Selon lui, l'Allemagne était la meilleure. Un avis que partage Abdourahmane de Diourbel au Sénégal, qui regrette toutefois le manque de réalisme des attaquants. Courage, c'est le message qu'envoient aussi les supporters
secret de la Mannschaft, Mireille. Oui, Noël de Sakété au Bénin rappelle que le football c'est un jeu et que le succès et la défaite en font partie, qu'il souvienne à l'Allemagne qu'elle a éliminé la France lors de la Coupe du Monde au Brésil. C'est pas la fin du monde, courage, écrit aussi Aline de Bukavu en RDC. L'Allemagne a toujours été un grand dans le foot mondial, donc découragement n'est pas allemand, viva Deutschland, s'exclame Mahaman de Gao, Mali. Ousmane de Lomé au Togo observe que l'Allemagne a connu des défaites pires que celle-ci, mais c'est toujours relevé. Elle reprendra le devant de la scène footballistique mondiale. Cette équipe est formidable, affirme aussi Idriss de Djibouti, et il ne doute pas qu'elle continuera à impressionner, tout comme Amadou de Dakar au Sénégal, qui écrit même en allemand « Ihr bleibt die Besten », c'est-à-dire « vous restez les meilleurs ». Et puis Christian de Bougna en RDC dit à Joachim Löw de garder confiance pour le mondial 2018 en Russie, car on est des champions, nous avons produit le meilleur football de ce fameux Euro, affirme-t-il. On vous retrouve ce week-end, Mireille Drone, pour le club des auditeurs. Il est à présent 17h30 en temps universel. Il s'agira de Madagascar même, où un code de la communication a été voté cette nuit, un code liberticide, voilà. Voilà, tout est dit. Il est 17h30, on retrouve votre magazine Abra Palabre avec Fréjus Quenom. Deutsche Welle. L'arbre à palabres. Bonjour. Quand il partait de Bamako le 19 avril 2012 pour son exil à Dakar, Amadou Toumani Touré, dit ATT, avait pratiquement la tête basse, renversé quelques semaines plus tôt par un coup d'État. Des soldats qui se mutinent suite à des défections successives face à des insurgés plus armés dans le nord. Visé par la suite par une procédure pour haute trahison, ATT est devenu aujourd'hui comme une star dans son pays, le Mali. Pouvoir et opposition veulent le voir de retour au bercail. Il serait la pièce indispensable du puzzle d'une réconciliation qui peine à se reconstituer. Pourquoi ce regain d'intérêt pour l'ex-président malien? Quel rôle peut-il jouer dans le processus de paix, lui dont le pouvoir est mis en cause, à tort ou à raison, dans plusieurs dossiers de corruption et de malversation? Question au menu de cette émission Arbre à Palabre. 3 invités pour en débattre. Cheikh Mohamed Thiam, secrétaire chargé des questions juridiques au comité exécutif de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, membre de la majorité présidentielle de Ibrahim Boubacar Keïta. Youssouf Mohamed Batili, chroniqueur malien, porte-parole du collectif pour la défense de la République. Pathé Mbodj, journaliste sénégalais et politologue. Et nous aurons aussi la contribution de Noum Togo, ancien conseiller au ministère de la Défense dans le gouvernement ATT, secrétaire national chargé de la mobilisation du Parti économique et social, parti politique soutenant l'ex-président Amadou Toumani Touré. Chers invités, auditeurs, merci de nous rejoindre dans cette émission du programme en français de la Deutsche Welle. Au micro, c'est Fréjus Quenom. Première question pour introduire ce débat. Pourquoi ATT doit-il rentrer selon vous, Monsieur Noum Togo? Oui, vous savez, parce que depuis quelque temps, nous sommes en train, au niveau, que ce soit au niveau de la politique, des partis politiques de l'opposition ou certains responsables aussi de la majorité ou des Maliens lambda, pensent qu'aujourd'hui, le cas Amadou Toumani Touré n'est pas juridique. Il doit revenir dans son pays parce que la haute cour de justice qui a été créée est tellement politique. Et donc, il y a quelques magistrats, la majorité de ceux qui composent la cour, ce sont des députés. Et donc, c'est hautement politique. Or, nous pensons que le cas Amadou Toumani Touré est institutionnel. Cheikh Mohamed Thiam, quelle est votre position sur la question du retour de Amadou Toumani Touré? Le départ de Amadou Toumani Touré, bien sûr, il y a eu des pressions sur lui pour partir, mais il n'était pas obligé de partir. Je vous donne un exemple. Si vous vous rappelez Lansana Conté, quand il a été par l'insurrection des hommes de troupes dans les années passées en 97, son palais a été bombardé, le pays a été pris en otage pendant 72 heures. Il est resté dans son palais, il n'a pas voulu partir. Il est resté et puis après il a renversé la situation. Le cas de Nino Vieira avec Ansoumane Mané, si vous vous rappelez quand il y a eu les tensions entre les deux, la CEDEAO a voulu extraire Nino Vieira, il n'a pas voulu, il est resté, il a résisté et ça s'est passé. Et donc, lorsque vous citez ces cas, c'est pour dire qu'en réalité, Amadou Toumani Touré n'aurait pas dû partir en exil à Dakar, au Sénégal.
Absolument, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue en tant que général de brigade. Il ne devait pas partir, surtout que cette insurrection était menée par des hommes de troupe, des gens souvent qui ne pouvaient même pas tenir les armes en main. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un faux débat, dans la mesure où aujourd'hui le Mali est dans une autre situation. Donc une personne aujourd'hui, moi je trouve c'est distraire les autorités, c'est distraire la société civile, c'est détourner un peu la population malienne de l'objectif principal qu'est la paix et la sécurité. Merci beaucoup pour cette première intervention. Mohamed Youssouf Bathily, porte-parole du collectif pour la défense de la République. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux appels à ce que Amadou Toumani Touré retourne au Mali? On dit de lui qu'il est une pièce importante pour la réconciliation dans le pays. Est-ce que vous êtes de cet avis? Mais pas du tout. Au fait, ce propos et ce rôle-là ou cette importance qu'on prête à ATT est avancé par des personnes qui l'ont accompagné pendant sa gestion des affaires publiques et qui risquent d'être citées aux côtés des ATT à répondre des faits qui lui sont reprochés actuellement. Donc, pour vous dire qu'il n'est pas une star au Mali. Aucune paix, aucune cohésion sociale ne saurait perdurer que lorsqu'elle est fruit d'une justice au préalable menée et assujettie. Nous demandons le retour des ATT pour qu'ils puissent venir expliquer au peuple malien comment pendant 10 ans à la tête de cet État-là, ce pays a pu tomber aussi bas, que l'armée a pu se désintégrer et que les soldats arrivaient à manquer de la discipline, à désobéir aux généraux, que les généraux arrivaient à manquer à leurs obligations, à se détourner à faire des affaires, que les primes étaient coupées, qu'il n'y avait pas de formation, et comment le pays est arrivé à produire des administrateurs, des travailleurs qui n'avaient aucune éthique professionnelle, aucun amour pour la patrie, qui n'avaient pas peur des sanctions qu'ils encouraient lorsqu'ils détournaient les deniers publics. Comment nous étions quasiment un État en faillite, en cessation de paiement, en banqueroute. Nous avons besoin de le savoir pour ne plus tomber dans les mêmes travers dans le futur. Et donc le retour des ATT est revendiqué pour la justice. Il ne s'agit pas de condamner ATT à l'avance. Il est présumé innocent. C'est un citoyen malien. Donc le retour de ATT est demandé par esprit patriotique. Mais apparemment, ceux qui demandent le retour de Amadou Toumani Touré ne demandent pas son retour pour qu'il soit jugé au Mali. Justement, monsieur, ils ne demandent pas le retour de ATT pour venir expliquer au peuple malien, pour informer le peuple malien de comment sommes-nous arrivés là, pour satisfaire la demande et avoir. Ils demandent le retour de ATT pour des raisons politiques. La majorité aujourd'hui, particulièrement le parti du président, en fait, le bilan économique, social est catastrophique et désastreux. On est à mi-mandat avant les élections présidentielles. On sait que si on va à ce rythme-là aux élections présidentielles, il n'y aura pas de bilan à présenter et sur lequel vous pouvez appeler le peuple à vous rééditer leur confiance. Et donc, ATT aujourd'hui, on est en train de le faire appel pour qu'il vienne jouer un rôle politique. Il y aura un deal entre le pouvoir et ATT. Et donc, tu reviens au pays. Maintenant, tu vas réactiver tous les imams à qui tu as donné quelque chose, toutes les villes à qui où tu as construit des mosquées et tous ces commerçants à qui tu as fait des grands commerçants. Donc, tu réactives ton réseau et pour qu'ensemble on puisse venir. Mais il s'agit d'une paix d'hypocrite, il s'agit d'une réconciliation d'hypocrite sur le mensonge, sur le faux. Oui, on va voir comment réagit, je vous en prie, Mohamed Youssouf Bathily. On va voir comment réagit Cheikh Mohamed Thiam à cette déclaration. Alors concrètement, est-ce que vous croyez qu'il y a des mobiles politiques obscurs derrière ces appels au retour, Monsieur Mohamed Thiam? Je trouve ça tout à fait fondé dans la mesure où, c'est-à-dire chez nous en Afrique ici, et chaque fois qu'il y a un regroupement d'hommes et de femmes qui parlent du pouvoir passé, c'est pour critiquer le pouvoir présent. Ça veut dire que le pouvoir présent a des failles. Et le fait que certains groupes, certains individus à mal de popularité ou parce qu'on ne sait quoi, veulent distraire le pays, parlent du retour de Amadou Toumani Touré, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui le pouvoir en place est en mal avec certaines situations bien données. Mais vous êtes, votre famille politique est dans la mouvance. On a entendu le président Ibrahim Boubacar Keïta se prononcer en faveur d'un retour éventuel de Amadou Toumani Touré. Oui, mais je crois que c'est ce que je viens de vous dire. Moi, à la place du président de la République, et je ne parlerai pas sur ce dossier. Il faut éviter l'interférence entre l'exécutif et le judiciaire. Alors, M. Nouroum Togo, est-ce qu'il doit rentrer pour être jugé, pour faire face à la justice quand même? Jugé ou
pas juger, nous attendons jusqu'à présent au niveau de l'Assemblée nationale. Il fallait faire en sorte que l'ensemble des députés se retrouvent sur le rapport, de dire oui ou non, le président Amadou Toumani Touré peut être interpellé devant la justice. Nous restons derrière, nous sommes des républicains, nous attendons ce verdict de l'Assemblée nationale qui tarde à venir parce qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir la chance à travers certaines presses de lire le contenu de ce rapport qui est quasiment vide, où ils n'ont pas d'argument juridique, ils ont cherché par-ci, par-là, ils n'ont pas pu trouver la solution, comment attaquer le président de la République à travers ce qu'ils ont pointé du doigt en disant qu'il doit être attaqué devant la haute cour de justice. Nous restons toujours mobilisés, nous attendons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que les décisions soient prises. Et si le président doit répondre, nous sommes des républicains, nous sommes prêts à faire face devant notre juridiction parce que nous avons confiance à la gestion malienne. Une réaction, Patem Bodj, vous êtes politologue sénégalais. Amadou Toumani Touré est donc en exil à Dakar au Sénégal. Que dites-vous des appels pour qu'il revienne au Mali, que ce soit pour être jugé ou pas? Est-ce que vous croyez que le président devrait donc retourner dans son pays? Il ne devrait pas. Il a été le problème du Mali. Il ne veut pas en être la solution. C'est d'autant que même les politiques entre eux ne s'entendent pas. Les politiques au niveau de la démarche ne s'entendent pas entre le président et la coalition. On le remarque avec les interventions de M. Mohamed Thiam. Après ce que dit M. Bassili. Dans tous les cas, la cause du problème, c'était lui. Le problème n'est pas encore résolu, même s'il y a eu changement de régime. Bien au contraire, il s'est accentué. Vous avez vu, on parle de 300 morts. Depuis, avec une situation d'insécurité dans le nord, la cause de son départ étant là, son retour ne ferait qu'exacerber les rancœurs d'une part ou de l'autre. Moi, j'aime bien le capitaine Sanogo qui a joué son rôle, le rôle de l'armée. Le meneur du coup d'État du 22 mars 2012. Le rôle de l'armée, c'est d'assurer la sécurité intérieure et extérieure. Et quand on s'est rendu compte qu'un général d'armée n'a pas pu s'occuper d'une armée, pas seulement de l'armée, mais apparemment de toutes les populations, au point d'amener une certaine prévarication, une certaine paupérisation générale, il est normal que l'armée, dans ces conditions, joue son rôle de défenseur de la nation et fasse le coup d'État. Je pense que le capitaine Sanogo était dans le droit. Une question cependant. Amadou Toumani Touré a été renversé quelques 3 mois seulement avant la fin de son mandat. Est-ce qu'il faut lui tenir rigueur d'avoir évité un bain de sang, d'avoir évité d'ordonner à sa garde présidentielle de réagir? Est-ce que Mohamed Youssouf Bathily, il faut tenir rigueur à ATT de n'avoir pas ordonné une riposte de sa garde? Face à Sanogo, bien sûr, face aux meneurs, face aux soldats mutins qui lui reprochent de ne leur avoir pas donné les moyens de faire le combat. C'était une question de rapport de force. ATT avait évalué très tôt qu'il avait perdu la face. Peut-être qu'il aurait perdu sa vie là-dedans. Mais la question pour moi, elle n'est pas à ce niveau. En fait, oui, mais la question c'est pourquoi lui tenir rigueur d'avoir quitté sans résistance alors que de toute façon il était à 3 mois de la fin de son mandat. Qui lui a fait ça? Personne. Moi, je dis tout le temps, nous disons à Bamako ici, ATT, il est parti parce que peut-être qu'il estimait, ou avec son entourage, que sa sécurité en tant que citoyen et ancien président n'était pas garantie. Donc, il a jugé nécessaire de sortir, soit sur le conseil de la CEDEAO ou autre chose, mais quand même, il a accepté de partir. Il aurait pu aussi refuser de sortir. CEDEAO n'aurait pas pu le ligoter les bras et le mettre dans l'avion et le débarquer à Dakar. ATT lui-même, je serais lui. S'il est vraiment patriote, il est un militaire. S'il fut un président conscient de sa mission, il doit se dire comment, de mon magistère, le pays a pu produire autant de chômeurs. Comment, de mon magistère, autant de milliards ont pu être volés. Comment, de mon magistère, c'est-à-dire que des rebelles ont pu traverser 2 nations pour débarquer avec armes chez moi, prendre possession d'une partie de ma nation et poser les bases d'une rébellion qui a occupé les 2 tiers du pays. Oui. Lui-même, il doit répondre. Et la nation, les historiens, les citoyens, la République est en droit de connaître pourquoi cela est arrivé. Oui, de toute façon, les députés maliens qui devaient plancher sur la question en décidant si Amadou Toumani Touré devrait juger ou pas, ils ont reporté le dossier. Donc, c'est à croire qu'il y a un malaise, non, cher Mohamed Thiam? Qu'est-ce qui gêne? Vous voulez en une phrase vous expliquer? Oui, Mohamed Youssouf Bathily. Oui, rapidement, je vous en prie. L'Assemblée, en une phrase, l'Assemblée, elle est politique pour protéger, c'est-à-dire que des intérêts politiques et des intérêts individuels.
Parce que si ATT devait être jugé, il serait jugé avec beaucoup de personnes aux côtés de lui. Mais vous avez parlé d'une phrase, Monsieur Bathily. On va laisser Mohamed Thiam réagir à la question. Voilà, selon vous, pourquoi les députés traînent-ils les pas sur ce dossier? Pourquoi ne peut-on pas trancher en une plénière si oui ou non ATT devrait être jugé? Puisque le président de la République lui-même, dans son déplacement dans un cercle du Mali, a dit, ATT à bientôt, bon retour. Déjà, ça veut dire qu'il donne la voix, sa voix, et ça pèse beaucoup dans le jugement des députés. Oui, mais concrètement, est-ce que, Monsieur Noum Togo, vous croyez que tout ce qu'on lui reproche, tout ce qu'on reproche à Amadou Toumani Touré est vrai? On lui reproche d'avoir abandonné le pays sans avoir opposé la moindre résistance aux rebelles, d'avoir favorisé des malversations et de n'avoir pas bien équipé l'institution militaire. C'est faux. Je m'inscris en faux. En faux, vous savez pourquoi? Parce que j'ai travaillé au niveau du ministère de la Défense en tant que responsable de la communication du département. Je sais ce qui gère aujourd'hui le pays. En tant que Premier ministre, en son temps, ils nous ont laissé l'armée qui était carrément finie. Nous, en tant que responsables, arriver même pour faire des tournées à l'intérieur du Mali, on était obligés de louer des véhicules. Alors, vous allez nous dire qu'ils ont équipé l'armée après avoir duré 10 ans? Alors, nous sommes venus, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de problèmes, nous avons travaillé sur les textes, nous avons travaillé sur la réorganisation de l'armée, nous avons un budget que, vous savez, le Mali dépend de l'extérieur, un budget qui ne nous permettait pas de faire beaucoup de choses. Ce que nous pouvons faire, nous avons fait. Donc, avec la politique de nos moyens, nous avons pu équiper, nous avons dit en son temps, nous avons besoin de l'armée, de nos moyens. Maintenant, dire que nous avons résisté ou ne pas résisté, vous savez, le Mali, tout le monde le sait. Le nord du Mali, qui peut couvrir si aujourd'hui nous n'avons pas de partenaires qui nous soutiennent pour faire le travail? Nous avons crié, nous avons parlé un peu partout, en demandant à la communauté internationale, en demandant à l'Afrique, en demandant à la CEDEAO, en demandant aux pays qui nous entourent. Nous parlons du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de l'Algérie. Et nous avons demandé à tout le monde qu'on puisse maximiser nos efforts, mettre ensemble nos efforts pour lutter contre ce qui va arriver dans les jours à venir. Mais en son temps, personne ne nous a suivis. Oui, mais monsieur Noum Togo, vous savez vous-même que le président Amadou Toumani Touré, il n'a pratiquement opposé aucune résistance lorsque votre pays est attaqué. Vous êtes leader politique et votre pays est attaqué et vous baissez les bras et vous quittez le pouvoir dans ces conditions? Non. Si les gens disent qu'on n'a pas opposé, c'est pas vrai. Nous avons fait des attaques, nous avons été attaqués, nous avons riposté. Nous avons travaillé parce que le moment où Amadou Toumani Touré était à la tête de la République, au nord du Mali, le nord n'est pas tombé. C'est seulement Tessalit qui était tombé. Et ça, nous avons travaillé, nous avons fait même des ravitaillements à travers certains de nos partenaires américains qui nous ont aidés à faire des ravitaillements, continuer à travailler. Mais le problème, c'est que la situation était très dure au nord du Mali et nous sommes limités par les moyens, nous sommes limités par le matériel qu'il faut. Il fallait que du côté de l'Algérie, à l'attaque, ils repartent en Algérie. C'est là-bas qu'ils reçoivent des carburants. C'est là-bas qu'ils ont des dotations. Avec la Mauritanie, avec d'autres. Comment voulez-vous qu'on trouve la solution? Parce que nous ne sommes pas au moins très équipés pour trouver la solution à ça. Avec le moyen de boire que nous avons travaillé pour contrer un tout petit peu. Mais Dieu a voulu faire la chose autrement. Mais je profite de l'occasion pour interpeller la gestion calamiteuse de ce qui s'est passé avec la Libye, qui a tout réversé, tout ce qui est en matériel militaire, sur le sol malien, et les conséquences aujourd'hui nous sommes en train de vivre en Europe, partout dans le monde. Une question concrète pour Monsieur Pathé Mbodj. Amadou Toumani Touré, il y avait déjà la crise avec la rébellion Touareg avant même qu'il ne prenne ses fonctions, et durant son mandat, il jouissait quand même d'une certaine popularité dans le pays, Pathé Mbodj. Est-ce que vous croyez que les faits qui lui sont reprochés sont valables et méritent qu'il soit attrait devant la justice? Non, vous savez, là, si la rébellion existait avant ATT, on va sortir du cadre purement malien pour aller jusqu'à la France, vous avez vu comment, quand le président Hollande est intervenu, comment l'armée française a interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Ça veut dire qu'une partie du territoire national, même sous ATT, était sous contrôle extérieur et non pas sous contrôle de l'État du Mali. Les accords d'Alger, les accords de n'importe où n'y changeront rien. Kidal et la zone nord est une zone française dans un État souverain qui s'appelle le Mali. Ce n'est pas ATT, ce n'est pas avant ATT, ce n'est pas après ATT. C'est une situation réelle qui existe aujourd'hui et qui annule toutes les ententes faites, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Vous avez vu qu'après Alger,
les attentats ont continué et ça continue encore. Donc juger ATT ou ne pas juger ATT reviendrait à juger la France qui a été la cause de la déstabilisation de l'Afrique, du Soudan au Sénégal. Parce que nous sommes tous menacés par une situation créée par la France et entretenue par la France dans le cadre malien, en tout cas dans le nord Mali, qui est devenu une zone de non-droit pour le gouvernement malien. Vous avez vu comment l'autorité a pu une première fois essayer de s'implanter à Kidal et comment elle a dû retourner la tête basse et comment on a pu s'arranger pour donner un semblant d'autorité de l'État. Monsieur Mbodj, vous savez aussi certainement que s'il n'y avait pas eu l'opération Serval de la France, peut-être que les djihadistes seraient arrivés sur Bamako et on serait peut-être en train de parler d'autre chose aujourd'hui que de cette situation de crise ou d'après-crise qui prévoit actuellement au Mali. Non, quand le président Hollande a entamé en 2013 l'opération, le 11 janvier 2013, l'opération pour empêcher d'arriver à Bamako, je dis, ça nous rappelle de tristes mémoires, ce qui s'est fait en Libye, quand la France a avancé l'hypothèse qu'on est en train d'envahir Benghazi et que ça allait être un bain de sang. C'était la même chose. La même situation en Libye s'est répétée au Mali. Le problème n'est pas de savoir s'il y avait une descente vers Bamako. Le problème est de savoir aujourd'hui pourquoi le Mali ne peut pas maîtriser l'ensemble de son territoire. Pourquoi, après l'opération française, l'entrée à Kidal a été interdite à l'armée malienne. Je pense que c'est à partir de ces considérations qu'on peut avancer dans le dossier malien. Alors, Cheikh Mohamed Thiam, quel rôle pensez-vous que Amadou Toumani Touré pourrait jouer sur le plan de la réconciliation nationale au Mali? Parce que le processus a du plomb dans l'aile. Depuis la signature des accords d'Alger, rien pratiquement ne se dessine sur le terrain. La réconciliation à partir d'Amadou, ça c'est aussi un faux débat. Si la réconciliation nationale, c'est entre certaines communautés du Nord, entre les sédentaires et les nomades, entre les agriculteurs et les éleveurs, c'est à ce niveau au Nord, parce que la rébellion, le djihadisme a créé une situation délétère, une atmosphère délétère au niveau du Nord. C'est là où la réconciliation se pose. Amadou ne peut rien apporter. Voilà. Et vous, Monsieur Batili, comment répondez-vous à la question? Quel rôle croyez-vous que ATT pourrait jouer dans la réconciliation? Mais en partie, je suis d'accord avec mon frère de l'Adéman. ATT, ce qu'il pourrait apporter au peuple malien, moi je dirais beaucoup plus, j'ajouterais à ce que comme mon frère de l'Adéman le disait, la réconciliation entre le citoyen et son peuple, entre le peuple et l'État, parce qu'il y a une méfiance totale, il y a un dégoût total du peuple vis-à-vis de l'État qui a failli à partir de ATT, et même l'Adéman, ils s'en sont un peu partis responsables. Hein. Et le frère du Sénégal l'a bien dit. Nous savons très bien, nous ne sommes pas dupes, nous avons compris beaucoup de choses, que la France est en train de faire du Nord, pas que la France, aussi l'Algérie. Ils sont tous en train de faire du Nord, et grâce au fait que pendant longtemps, ATT a laissé depuis 2006 le Nord sans droit, où l'Algérie a déversé ses pourritures. Les terroristes et les rebelles, et les terroristes de l'Algérie, de Sahraoui, ont fait du Nord leur zone et sous la protection de la France et de l'Algérie. Donc aujourd'hui, ils veulent faire du Nord une carte de pression sur le Mali et aussi une carte, si vous voulez, une zone de prolifération d'activités économiques dont les retombées vont servir à financer les campagnes électorales de François Hollande et de n'importe quelle politique en Europe. Donc la réconciliation au Mali, je ne dirais pas entre le peuple malien et l'État du Mali. Et l'État du Mali, c'est là à court tous les jours. C'est le rôle de la société civile de veiller à ce que l'État puisse s'assumer en tant que garant des libertés individuelles et collectives. Maintenant, entre l'État et les rebelles, l'accord étant signé, alors chacun doit veiller au respect par l'autre de ses obligations dans l'État. Là-bas, ATT, il ne peut rien. ATT, il est à la retraite. Et donc, pour l'histoire, pour même l'avenir de ce pays-là, ATT doit faire un aveu de responsabilité. Cela peut apaiser les cœurs. Monsieur Noum Togo, est-ce qu'un retour de Amadou Toumani Touré ne risque pas de ressusciter certaines rancœurs, certaines frustrations qui ont conduit à son départ du pouvoir? Rien n'a conduit à parce qu'à un moment donné, il y a eu des bandits qui ont pris les armes à Kati pour essayer, parce que le président Amadou Toumani Touré n'a pas voulu deux affrontements au nord du Mali et puis à travers Bamako, parce que si Amadou avait voulu défendre son pouvoir, peut-être on allait continuer à enterrer jusqu'à présent les morts,
Mais Amadou n'a pas voulu donc susciter ses réactions. Sa personne n'était rien dans le pays. Il pense qu'il doit tout au Mali. Donc nous pensons que réellement tout ce qu'il a fait, c'était pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et je vous jure que le président Amadou Toumani Touré connaît mieux le Mali que tous ces gens qui gèrent aujourd'hui le pays. Parce qu'en tant qu'ancien aide de camp, en tant que responsable militaire, il a sillonné le pays. Il parle beaucoup de langues. Amadou Toumani Touré connaît ses hommes. Amadou Toumani Touré est un homme qui a fait en sorte que le mois où ça n'allait pas en Centrafrique, dans d'autres pays, il a été au front pour la réconciliation, créer les conditions pour que les gens se donnent la main. Amadou peut être un homme capable de créer les conditions pour que les esprits se retrouvent et que les Maliens se retrouvent pour qu'on puisse aller très loin. Mais Amadou est parti depuis 4 ans, 5 ans, mais toujours la crise devient plus en plus intenable, insoutenable. Vous savez, aujourd'hui, plus de 500 et quelques morts en un an. Je dirais que la situation devient plus en plus catastrophique. Il n'y a pas d'accalmie après la signature de l'accord, mais la situation devient encore pas tenable par le peuple malien. Vous savez, le président Ibrahim Boubacar Keïta est le grand frère de Amadou Toumani Touré. Nous avons toujours mis notre moyen, le moment où il travaille aujourd'hui, en tant que Premier ministre, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, nos moyens et notre capacité et nos respects. Et nous avons été la première personne à l'envoyer la correspondance pour lui dire que nous sommes à sa disposition pour l'aider à faire en sorte que le Mali marche. S'il veut nous tendre la main pour l'intérêt supérieur de la nation malienne, nous pensons réellement que s'il faut aider que le Mali soit debout, nous le ferons, mais pas dans son gouvernement. Voilà, ce sera tout pour cette émission consacrée à la problématique du retour au Mali du président Amadou Toumani Touré. Nous étions avec Cheikh Mohamed Thiam, secrétaire chargé des questions juridiques au comité exécutif de l'ADEMA, le Parti africain pour la solidarité et la justice. Youssouf Mohamed Batili est porte-parole du collectif pour la défense de la République. Pathé Mbodj, politologue sénégalais, et Nououm Togo, ancien conseiller au ministère de la Défense et secrétaire national chargé de la mobilisation du Parti économique et social, le parti politique qui soutient l'ex-président Amadou Toumani Touré. Au micro, Fréjus Quenom, merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à Palabre. À 18h-4 en temps universel, c'est la fin de cette seconde édition de nos informations sur la Deutsche Welle. Je vous rappelle quelques titres développés dans cette édition. Plus que quelques jours avant l'ouverture du second round du dialogue inter-burundais d'Arusha, après les partis politiques, le facilitateur de la crise a rencontré quelques représentants des organisations de la société civile burundaise. Au Mali, un nouveau gouvernement de 34 membres a été mis en place. La nouvelle équipe gouvernementale compte dans ses rangs une ex-rebelle de la coordination des mouvements arabes. Enfin, aux États-Unis, l'un des suspects des crimes perpétrés à Dallas a été identifié. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse en musique. On se retrouve très très bientôt sur les ondes de la radio internationale allemande. Notre prochaine édition en français est prévue demain à 7h temps universel. À très très bientôt.
Benjo